Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes, épisode 253, avec tout d'abord un petit clin d'œil fait aux nouveaux Patreons qui ont rejoint la communauté du podcast sur ces derniers jours. Un grand merci donc à Marie-Ange, Sophie, David et Laurent, merci de votre soutien. Et merci de pouvoir faire grandir cette communauté autour de ce projet qui a vu le jour il y a bientôt 4 ans. On s'approche de la date anniversaire. Dans ce nouvel épisode, j'ai eu le plaisir d'accueillir pour la deuxième fois Cindy Laplace, spécialiste en préparation mentale, pour aborder un sujet essentiel et souvent négligé, l'entraînement mental pour les marathoniens. En route vers ce marathon pour tous, il est crucial de ne pas seulement se concentrer sur sa forme physique, sur son alimentation, mais aussi sur le mental qui est un aspect indispensable à toute performance réussie. Cindy, qui pratique la préparation mentale depuis plus de 10 ans, qui accompagne sportifs amateurs et sportifs professionnels, va vous expliquer l'importance de fixer des objectifs variés et de les intégrer à son entraînement. Il sera aussi question de visualisation, de l'importance de préparer votre esprit à différents scénarios, qu'ils soient bons ou mauvais, et ces petites routines que l'on peut adopter avant chaque séance d'entraînement. Enfin, nous avons abordé l'anticipation de ces moments clés comme ces minutes qui précèdent le départ de la course, ce qu'il faut se dire pour rester à la fois motivé et concentré. Et bien sûr, nous aborderons cet après-marathon avec des conseils pour bien vivre la période post-épreuve et se remettre sur les rails, que l'on veuille soit enchaîner tout de suite après vers un nouvel objectif ou simplement savourer notre exploit accompli. Avant de vous laisser déguster cet épisode riche en conseils très pratiques, j'aimerais savoir si vous-même, de votre côté, vous avez fait appel à un préparateur, à des astuces, à des stratégies pour optimiser votre mental dans le cadre d'un objectif tel que le marathon. N'hésitez pas à me laisser un petit message, Facebook, Instagram, voire LinkedIn, vous trouverez les liens dans les notes de l'épisode, mais je suis curieux de voir si vous-même faites appel à une stratégie, à un entraînement mental dans le cadre de vos compétitions. Un grand merci Cindy pour ta générosité et ton expertise à travers cet épisode qui sera riche et précieux pour tous les auditeurs qui vont, comme moi, se confronter à cette belle aventure du marathon pour tous. Il est donc temps maintenant de vous laisser en compagnie de Cindy Laplace. Comment optimiser votre mental, préparer et débriefer votre marathon, c'est le nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes pour lequel je vous souhaite une très belle écoute. Bonsoir Cindy, ravi de te retrouver sur le podcast À côté de mes pompes pour un épisode qui va être très concret. Nous sommes dans cet objectif vers le marathon pour tous et j'ai fait appel à toi pour travailler un aspect de l'entraînement, à savoir le mental. On parle souvent de l'entraînement physique, de l'entraînement alimentaire, mais quid du mental? Donc je fais appel à une spécialiste. Je vais te laisser te représenter si les auditeurs n'ont pas remonté l'ensemble du fil des épisodes, puisque tu es déjà passé dans le podcast il y a maintenant de cela, on va dire quelques années. Oui, quelques années. Déjà, merci. Ça me fait toujours plaisir d'échanger avec toi et avec des personnes passionnées qui mettent beaucoup d'action pour atteindre leur objectif. Et je crois que c'est le thème de la soirée, finalement. Donc, qui je suis? Cindy Laplace. Mon métier, c'est la préparation mentale. Ça fait 10 ans que je fais ce métier cette année. Pour cela, j'aime bien poser le cadre que j'ai une licence en entraînement sportif et un master 2 en préparation psychologique et en coaching. Parce que la préparation mentale, aujourd'hui, un peu tout et n'importe qui peuvent se dire préparateur mental, alors que c'est une vraie discipline. Ça ne viendrait pas à l'idée d'aller t'entraîner avec quelqu'un qui n'est pas entraîneur de course à pied. C'est la même chose pour le mental. La préparation mentale du sportif est une vraie discipline scientifique. Mais ce soir, on va avoir aussi une version pratique et c'est important de faire appel à des professionnels. Alors on peut rappeler, Cindy, que la préparation mentale n'est pas destinée qu'à des sportifs professionnels. En cette année olympique, je pense que tu as beaucoup de travail avec des athlètes de haut niveau, mais c'est pas l'intégralité de ta patientèle.
Non, la définition de la préparation mentale, c'est bien un entraînement qui vise à développer des habiletés mentales. On va traduire ça en qualité mentale, individuelle, donc là, course à pied individuelle, ou collective. Donc même dans les sports co, on peut s'occuper de la cohésion d'équipe, de la communication avec le coach, enfin le champ d'application est large, tout en favorisant le plaisir de la pratique sportive, mais forcément dans une visée d'amélioration des performances et du bien-être. Donc la préparation mentale, c'est un entraînement. Pourquoi cet entraînement ne serait réservé qu'aux sportifs de haut niveau ? Quel dommage. Aujourd'hui, on a tous le droit de bien vivre son marathon. On s'est préparé, on a fait des sacrifices, on a fait des choix, et on a le droit d'être fier de soi durant le long du marathon, mais aussi à l'arrivée. Et les sportifs de haut niveau, c'est un travail, on va dire, plus régulier, mais monsieur et madame tout le monde qui préparent un marathon, il y a des articles, il y a ce podcast, il y a d'autres éléments. L'idée, c'est d'avoir des outils, une réflexion qui va leur permettre d'être fiers d'eux et de mieux vivre cette échéance qui est quand même importante. Quand tu parles d'entraînement, ça veut dire que comme le plan d'entraînement, la préparation physique, pour le mental, il va falloir anticiper et avoir un rétro-planning de X semaines pour pouvoir entraîner son esprit vers cet objectif du marathon. Exactement, comme tu as soit ton propre programme ou le programme donné par quelqu'un, par un entraîneur ou même un préparateur physique, qui lui a calculé des charges, tu vas faire du fartlek, tu vas faire du long, tu vas faire un semi, etc. Le préparateur mental, il va calculer avec la personne quelle est la période dans laquelle il va falloir renforcer la confiance, la période dans laquelle on va pouvoir tester des choses qui pourraient nous déstabiliser le jour du marathon. Je sais pas, il se met à des trompes d'eau, malheureusement une personne s'effondre à côté de nous, comment on réagit. On va pouvoir imaginer des choses négatives pour que, si elles arrivent, on réagisse au mieux, déjà. Mais si elles n'arrivent pas, on est préparé à tous les éléments et aussi à bien vivre le marathon. Donc ça, c'est jamais la veille dans une chambre d'hôtel, c'est rarement chez nous le marathon, qu'on va établir tous ces plans A, B, C ou D. Même le fait de gérer le mur ou une douleur qui peut apparaître, une crampe à l'estomac à un moment donné, ça, on peut le générer à l'entraînement avant, on doit pouvoir le générer à l'entraînement avant pour que et la tête et le corps aient l'habitude d'y répondre. Donc, tu as raison, c'est dans ton planning d'entraînement, quand tu vas aller t'entraîner, t'entraînes ton corps, t'entraînes un peu ta technique, mais tu vas aussi aller entraîner ta tête. Est-ce qu'il est normal, comme nous l'avions déjà échangé à travers différents messages en dehors de ce podcast, d'avoir ce sentiment, quand je me suis lancé et que j'ai accepté ce défi du marathon, d'être entre la peur et l'excitation. La peur de la distance, l'excitation d'un défi nouveau, d'une expérience que je ne connais pas malgré mes nombreuses années de pratique en course à pied. Ce que tu me verbalises, t'as juste eu des émotions qui te rendent humain, qui aujourd'hui nous différencient encore de l'intelligence artificielle. Il est logique de mesurer que plus de 42 kilomètres, ça me fait penser à ton médecin qui t'a demandé quelle était la distance d'un marathon, comme quoi socialement le marathon a pas pour tout le monde une place si noble ou importante, on mesure pas pour des novices extérieurs ce que c'est. Mais toi, qui cours depuis des années, tu as mesuré ce que c'était cette distance. Tu as mesuré que ça allait te demander peut-être des semaines de récupération et des semaines, voire même des années de préparation. Donc c'est normal qu'il y ait une peur ou des peurs et l'excitation parce que c'est un défi que tu as envie de relever. Il est normal que tu aies ces émotions. Donc la peur ou l'excitation vont venir à des moments différents, peu importe, c'est comment tu vas t'adapter et comment tu vas te nourrir de ces émotions-là. La peur va peut-être te permettre de t'organiser et de faire ces scénarios qu'on a abordés, peut-être un peu catastrophes, de qu'est-ce qui pourrait me déstabiliser ou qu'est-ce qui pourrait m'empêcher de bien vivre ce marathon. Et l'excitation va te donner la motivation et l'énergie, je schématise, mais ça va te donner ton plan d'entraînement, les jours où il va faire froid, où il y aura du vent, va te donner l'envie, l'énergie, le courage d'aller t'entraîner. Donc c'est normal. C'est plutôt positif d'avoir ces émotions qui vont te permettre de raisonner et de structurer ton plan d'entraînement après. Avant même d'aborder les techniques, les outils, parce qu'on a voulu, en vous proposant, chers auditeurs, cet épisode, être très pratique, que vous puissiez mettre en place assez simplement les différents outils que Cindy va vous proposer ce soir. Mais avant de parler d'outils, de techniques, de routines, il y a peut-être un objectif à fixer. Et est-ce que c'est pas par là que l'on va commencer? Comment, Cindy, bien définir son objectif en abordant, en amorçant une préparation vers un tel objectif, à savoir là le marathon pour tous, mais c'est valable pour n'importe quel défi, n'importe quelle course que l'on va pouvoir mener.
justement, je rebondis là-dessus. C'est là où je fais aucun distinguo entre un sportif de haut niveau et un sportif, on va dire, loisir, amateur. Parce qu'en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'objectif. Et si la personne, elle me dit mon objectif, c'est d'être fière de moi, c'est tout autant un défi que d'aller chercher un top 5 ou un moins de tant d'heures. Donc, définir l'objectif. Bien souvent, la personne a une idée ou justement une envie de le terminer en moins de ci, en moins de là, peut-être de gérer le mur, de gérer l'hydratation, les pauses, enfin, il y a une intention. Donc, je vais faire formuler la personne sur son objectif. Toi, par exemple, quand tu as su qu'on proposait ce marathon, est-ce que tu as eu une idée qui t'est venue en tête? Vu que c'est le premier, dans des conditions, on le sait, particulières, l'horaire, le dénivelé, première idée, c'était de le finir. Mais rapidement, avec un plan d'entraînement qui se met en place, on va me demander, tu veux le finir en combien de temps? Tu vises quoi? C'est loin d'être facile parce que je n'ai jamais été au-delà d'un semi-marathon en compétition, et de me projeter sur un x2 et dire je veux terminer ce marathon en X heures, j'étais un petit peu dans l'inconnu. Donc premier point, c'était de le finir et de profiter de cette fête parce qu'on va être sur une festivité, ce marathon pour les Jeux Olympiques. Ça en fait deux, du coup, objectif. Le finir et profiter. Tu m'aurais dit que le finir, c'en était un seul et unique, et profiter, c'en est un deuxième. La première chose à retenir, c'est OK, qui fixe l'objectif? Est-ce que c'est toi vraiment en tant que personne? Et finalement, quand on te pose la question, est-ce que socialement, il peut y avoir des attentes derrière un marathon? C'est vrai que quelqu'un qui est un peu connaisseur va dire OK, en moins de combien t'as envie de le faire? Donc, identifier si cet objectif, il vient de vous, on dirait plutôt intrinsèque, ou est-ce que c'est la société qui nous renvoie que notre premier marathon, il faut le faire en moins de temps, ou qu'il faut prendre plaisir? Tu peux finir un marathon sans avoir eu trop de plaisir. Et tu peux avoir eu beaucoup de plaisir sans finir un marathon. Tu peux aussi travailler pour essayer d'avoir les deux. Mais définir l'objectif. Est-ce qu'il vient de moi? Quel est le poids des attentes familiales, sociales? Si on le fait pour une cause, bien souvent on peut courir aussi pour une association. Quelles sont les attentes des bénévoles ou de la cause que l'on porte aussi. Donc, identifiez vraiment cet objectif. Je vous invite même à l'écrire. À la rigueur, vous prenez une feuille blanche au début du podcast et vous écrivez objectif marathon, le lieu du marathon que vous allez faire, et quelle est la première intention qui vous vient. L'intention qui t'est venue, c'était noble, le finir, expérience, un peu d'humilité. Par contre, très vite, tu te rends compte que peut-être c'est quelque chose d'atteignable, comme tu l'as dit avec un plan d'entraînement, donc ça va potentiellement manquer de challenge. Alors, avant que je détaille de comment fixer un objectif, j'aimerais juste qu'on fasse une aparté sur la partie théorique, parce qu'il faut qu'on parle le même jargon. Donc, but, objectif, on va convenir ensemble que c'est le même terme. Un objectif, c'est un construit hypothétique de quelque chose à atteindre, d'un niveau de performance à accomplir. Donc, ça dépend de toi, et tu le projettes là où tu veux. Ok, donc, finir le marathon en moins de temps. Ok, admettons. Sauf que ça, c'est un objectif d'un certain type. Il y a 3 types d'objectifs. On va essayer de le résumer clairement, mais il va y avoir un objectif de résultat, un objectif de performance et un objectif de maîtrise. Voilà les 3 termes qui vont quand même être répétés régulièrement au terme du podcast. Donc pareil, sur la feuille, écrivez votre objectif global et en dessous, écrivez objectif résultat, performance et maîtrise. Et de là, vous allez me dire, finir le marathon, c'est peut-être un objectif de résultat. Et je vais vous dire non. Donc là, je vais peut-être en perturber beaucoup, parce que il y a une différence entre le vocabulaire, le champ lexical que l'on a ensemble au bord d'une piste, quand on court, quand on est avec des collègues, des amis et de la famille, et le champ lexical de la littérature scientifique de la préparation mentale. Quand on parle de performance, c'est quelque chose qui va dépendre que de vous. Donc, clairement, ton chrono. Sur le papier, il ne va dépendre que de toi, de ta préparation, peut-être un peu du vent, mais ça sera toi qui va courir dans une certaine vitesse. Donc, pour faire simple, la performance, c'est quelque chose où vous avez 100% potentiellement le contrôle, ça serait le chrono. Et d'ailleurs, c'est très drôle, parce que j'ai un PowerPoint, quand les gens sont en direct avec moi, je leur montre, j'aime bien qu'il y ait le côté visuel au-delà de la parole que j'ai. Et sur le PowerPoint, il y avait, je sais plus si tu te souviens, ce record du marathon avec le recordman, et il y a son chrono d'affiché. Et c'est toujours la référence que j'utilise, marathon ou non.
Donc, performance, on retient chrono. Si vous pouvez comparer ça, si vous faites encore des études, ou si vous avez des enfants dans les études, un 18 sur 20, un 17 sur 20, un 10 sur 20 serait une performance. Parce que potentiellement, ça va dépendre de ce qui a été noté sur la copie. Le résultat est là où on le confond avec le terme conséquence, mais c'est le résultat, ne va être toujours qu'en comparaison aux autres. Donc c'est le podium. Voyez un podium. Quand vous fixez un objectif de résultat, c'est un podium. Alors c'est top 3, top 5, top 50, le premier homme, la première femme, le premier de moins de 30, ce que vous voulez, mais c'est toujours votre performance en comparaison avec les autres. Ça, c'est ce qu'on appelle un objectif de résultat. Et le troisième point, qui est un objectif de maîtrise, ça, c'est par exemple pour faire un marathon en moins de 3 heures, en moins de 4 heures. Vous pourriez fixer d'avoir une bonne foulée, de bien dérouler le pied, de vous parler positivement, de bien gérer vos points d'hydratation, d'avoir les bons gels si vous avez besoin de vous alimenter. Là, c'est tout le bagage, entre guillemets, qui va vous permettre et vous conduire au niveau des chronos. Donc, si à la rigueur, tu pouvais nous illustrer un peu, toi, de cet objectif finalement qui est double, qui est de passer la ligne d'arrivée tout en étant content et de bien vivre ce marathon, quel sous-objectif de performance t'aurais pu fixer finalement? Alors, de performance, j'estime à entre 3h30 et 4h cette possibilité de franchir la ligne. Même si l'entraîneur qui m'accompagne et que tu connais est un petit peu plus pointilleux et me dit, au vu des séances que tu passes actuellement, on peut peut-être viser un petit peu plus. Donc là, il y a un petit jeu, pas un conflit, mais on n'est pas forcément totalement aligné par rapport à cet objectif de performance, parce que ce que je t'ai dit, dans l'objectif qui est un petit peu le méta-objectif, l'objectif principal, c'est de le finir, mais de le finir proprement. Et donc, dans l'objectif de maîtrise, c'est d'avoir une foulée qui soit relativement efficiente, une foulée qui n'apporte pas forcément de douleur dans les semaines qui vont suivre, c'est-à-dire de terminer correctement ce marathon. Je vois beaucoup de coureurs qui sont passés par mon club de course à pied, qui dès le mois de septembre se disent « je veux faire un marathon » et on l'évoquait encore en conseil d'administration juste avant qu'on enregistre cet épisode. Un coureur est arrivé en septembre, marathon en novembre, et depuis, il ne court plus. Donc, l'objectif, moi, de maîtrise, ce serait de bien récupérer derrière et de bien l'encaisser avec, comme tu l'as dit, une bonne gestion des ravitaillements, une hydratation qui sera suffisante, et ce sera, je pense, un point clé pour cet objectif du marathon pour tous en août, parce que là, le facteur chaleur va être important. Par contre, j'ai du mal à me fixer un objectif de résultat. Est-ce indispensable? Pour moi, ce serait le dernier sous-objectif que je positionnerais, parce que ça n'engage que moi, et je pense même qu'il y aura même pas de classement sur ce marathon pour tous, mais sur une autre course, ça dépend tellement de facteurs. Alors, je vais pas dire que je le zapperai, mais ce sera pas le plus important pour moi. Et c'est là où on a nos construits sociaux et une réalité. On a le droit de s'engager sur un marathon juste pour le défi. Juste pour passer la ligne d'arrivée sans chercher à être premier, deuxième, troisième, cinquième ou quatrième. Malheureusement, le sport a souvent été associé au podium ou à la médaille ou au titre. Mais il y a beaucoup plus de pratiquants qui pratiquent par plaisir de nager, de courir, de taper dans une balle, de ce que tu veux, plutôt que d'aller chercher des médailles. On montre à la télé ceux qui veulent aller chercher des médailles, mais on en revient aussi. Donc, c'est assez intéressant parce que quand je te demande justement où on place, est-ce que c'est un objectif de performance, de résultat ou de maîtrise, en effet, tu as des objectifs de performance qui ne dépendent en effet que de toi. Et de là, tu mets des objectifs de moyens pour les atteindre. Justement, ce que je te propose, même si toi tu le sais, mais on va le faire vivre à tes auditeurs, c'est de se dire, ok, je vais vous parler d'une étude scientifique qui va vous montrer quel type d'objectif il vaut mieux poursuivre. Est-ce qu'il vaut mieux fixer un objectif de résultat que ça, que de maîtrise, un peu tout, on va voir. Pour faire simple, il y a des chercheurs qui ont regroupé des équipes de niveau homogène et qui ont donné une tâche très simple. C'était une reprise de volley contre mur, mais on l'a pu tester dans d'autres situations. Et toutes ces équipes avaient le même niveau, le même temps d'entraînement, mais des objectifs complètement différents.
un groupe contrôle, comme dans la plupart des études scientifiques, tu as toujours un groupe contrôle. Donc ce groupe, on les met face à la tâche et on leur dit « Faites ce que vous voulez ». Très bien. Deuxième groupe, on leur dit « Faut que vous débrouillez, mais il faut que vous soyez les premiers ». Donc, objectif de résultat. Troisième groupe, faites ce que vous voulez, mais ça serait bien que le geste soit parfait ou très bien. Donc, on est sur un objectif de maîtrise. On va avoir le quatrième groupe, où on va avoir des objectifs qui vont commencer à être mixtes, dans le sens où on va avoir résultat et maîtrise. Et le dernier groupe, le cinquième, où on va leur dire, faut que vous soyez les premiers, 9 sur 10 de réussi, et un joli geste. Donc là, on a tous les types d'objectifs, maîtrise, performance et résultat. Ces 5 groupes s'entraînent pendant 5 semaines. Et au bout des 5 semaines, on évalue. On cherche à savoir qui a progressé. Et finalement, quand on cherche à savoir qui a progressé, il y a une surprise. Même les chercheurs se font avoir. Il y a un groupe qui a régressé. Tu te souviens ce que tu m'avais répondu? Par rapport à ces objectifs? Quel type de groupe avait régressé? Est-ce que c'était celui qui avait 0 objectif, résultat, maîtrise, 2 ou 3 objectifs? Moi, je dirais que c'est celui qui a le résultat qui va avoir régressé. Oui, tout à fait. Mais c'est assez rare. Bien souvent, j'ai plus de réponses autour de ceux qui ont 0 objectif et ceux qui ont un peu tout. D'ailleurs, vous avez le droit de vous tromper. Là, vous aurez eu une pensée en écoutant ce podcast, mais c'est assez représentatif de vos croyances. On dit trop souvent limitantes, mais des croyances qui nous façonnent et qui malheureusement peuvent nous enfermer dans des mauvais processus. Mais toi, Cindy, ça me fait penser à des courses auxquelles j'ai pu prendre part où le chrono était l'objectif numéro 1, c'est-à-dire vraiment de se dire il faut que je passe sous les 40 minutes aux 10 km. À ne visualiser que cet objectif-là, le plaisir était pas forcément présent, ça m'a conduit parfois à des blessures. Et finalement, en venant sur d'autres courses beaucoup plus relâchées, avec beaucoup moins de pression, c'est passé tout seul, sans avoir finalement ce côté chronométrique en tête et uniquement celui-là. Est-ce que le fait d'être plus relâché, moins de pression, ça participe également à un mental ou des champs ouverts sur d'autres scénarios qui sont peut-être favorables, cette fois-ci, à cette performance qui était celle que je souhaitais atteindre? Ce que tu as l'air de dire, c'est que tu avais fixé un seul et unique type d'objectif. C'est un petit peu ça, oui. On est d'accord. Et en fait, donc, le pire groupe, c'était ceux qui étaient focus sur le résultat, et les meilleurs groupes, c'était ceux qui avaient des objectifs multiples. Donc, s'il y a une chose à retenir, c'est que tu peux avoir un objectif de perf, mais il te faut un deuxième type d'objectif pour compléter. Et des fois, il vaudrait mieux avoir que des objectifs de maîtrise, parce qu'ils seront jamais seuls. Bien souvent, quand tu as envie d'avoir des bonnes sensations, va te venir le fait de bien t'hydrater, de sourire quand tu vas voir ta famille dans le public. Enfin, vont te venir d'autres formes d'objectifs de maîtrise. Que le résultat, c'est blanc ou noir. Hein. C'est gagner, être premier, deuxième ou troisième, tu vois. Et une perf, c'est atteint ou non atteint. Un chrono, c'est oui ou non. Donc en effet, il valait mieux que tu fixes des objectifs multiples qu'un seul type d'objectif. Il est clair et net qu'il ne faut pas uniquement positionner un seul objectif, comme tu l'as dit, de se baser sur le chrono. Et de toute façon, comme c'est le premier, je pars un petit peu dans l'inconnu. Donc, partir la fleur au fusil à me dire, je vais faire ce marathon en 3h15, en 3h30, en 3h45, mais après, il y a beaucoup d'autres facteurs. Je vais avoir quand même pas mal de personnes autour de moi qui sont soit des auditeurs du podcast, soit des gens de mon club de course à pied. Je dis de le partager. C'est une fois dans une vie. Je pense qu'il y aura pas d'autres marathons olympiques ouverts à des amateurs. Mais je dis mais oui, avec grand plaisir. Donc là, on greffe finalement le partage, la solidarité dans ces sous-objectifs qui ne sont pas que chronométriques en effet. Ça peut paraître idiot, mais j'ai préparé une entreprise à vivre le marathon, un marathon très emblématique, je peux pas le citer, mais un très grand marathon. Et on a préparé les coureurs, mais on a aussi préparé les supporters. Et quand je dis ça peut paraître idiot, parce que ça paraissait complètement fou aux gens qu'on prépare les supporters. Mais je peux t'assurer que les coureurs
avaient moins de stress que les supporters, qui devaient se trimballer dans une capitale immense, avec des pancartes qui avaient été travaillées, d'encouragement. Il y avait bien plus de pression du côté des supporters qui devenaient être en support logistique que de la part des coureurs avec qui on avait bien travaillé, bien câblé, et ils avaient leur objectif en tant que coureurs. Et donc finalement, tu vois, c'est ce que tu partages avec des auditeurs et tu vas partager, c'est que en fait chacun a envie de bien vivre son événement. Et pour ça, il vaut mieux en effet avoir des objectifs multiples. Ton chrono, je préfère que vous fixiez une tranche horaire. Là, depuis que vous nous écoutez, vous avez sûrement une tranche horaire en tête. Gardez cette tranche horaire. Par contre, pour cette tranche horaire, il va falloir peut-être prendre un bon départ, bien gérer votre allure, vous parler positivement. Si vous avez mal, trouver une stratégie de respiration ou de contracter, relâcher sur un autre muscle. Enfin, il vaut mieux que vous ayez des ressources et des objectifs de maîtrise plutôt que de rester sur un seul et unique objectif de performance. Et donc tout cela, une fois que l'on a fixé cet objectif principal, ces sous-objectifs, comment on va pouvoir les mettre en place dans notre entraînement? Parce que là, comme tu l'as dit, c'est pas le soir du 9 août, la veille de la course, qu'il va falloir se pencher sur tous ces paramètres. Alors, gardez votre feuille à côté de vous, vous avez l'objectif global, on va dire. Vous avez le droit d'avoir des objectifs de résultats. Hein. Enfin, ceux qui sont câblés sur le résultat, vous avez le droit de vouloir faire un top 10, un top 100 ou même une première place. Mais il faut absolument que vous ayez des objectifs de performance et ou des objectifs de maîtrise. Donc, complétez résultats, performance et maîtrise. Quand vous avez écrit ça sur votre feuille, avant de passer à comment je l'intègre dans mon plan d'entraînement, ce qui est la dernière partie mais qui est très importante, il faut qu'on s'assure que vos objectifs soient bien fixés. Et là, vous allez noter les règles. C'est très intéressant parce que tu me l'as dit avec ton entraîneur, que j'apprécie énormément. Vous avez une petite discordance entre ce que toi tu vises et ce que lui peut viser. Et en fait, c'est quelque chose, un objectif, il doit être choisi par soi ou accepté. C'est-à-dire que soit c'est vous qui le définissez et vous êtes OK avec ça, bon, logique, soit c'est partagé avec votre entraîneur ou l'entourage ou la personne qui vous a fixé l'objectif. Là, on parle dans le cadre du marathon, mais ça pourrait être dans le cadre scolaire ou professionnel, par exemple. Donc, choisis. Le deuxième trait que vous pouvez écrire, il est spécifique, à vous, au contexte. Il y a des marathons qui se courent plus vite que d'autres. Il y a des contextes qui sont plus favorisants que d'autres. Donc, il doit être spécifique à votre contexte personnel, familial, professionnel, en tant que coureur où vous en êtes aussi. Le troisième point, il doit être difficile, mais possible. Voilà pourquoi la tranche horaire pour l'objectif de performance est intéressante. Demandez à vos coachs, demandez à vos entraîneurs. Ils vous connaissent, ils voient vos retours d'entraînement. Normalement, ils sont assez justes. Un objectif, il doit être à court terme dans l'objectif à long terme. Donc, il y a la deadline du marathon que vous êtes fixé ou que vous avez défini. Et d'ici là, il va falloir mettre des sous-objectifs de progression qui vont du coup s'intégrer dans le plan d'entraînement qu'on va aborder juste après. Choisi, spécifique, difficile mais possible, à court terme vers l'objectif à long terme. Avant-dernier point, qui est normalement le 5e, c'est toujours un objectif entre guillemets de moyen pour amener quelque chose. Vous allez pouvoir dire gérer mon stress. Oui, super, c'est un objectif. Déjà, il est peut-être ultra dur sur votre personnalité, mais c'est quoi le moyen de gérer votre stress? Si c'est d'écouter une application juste avant, vous pouvez oublier, ça aura peu d'effet. Par contre, si c'est vous dire, ok, il faut déjà que je comprenne ce que c'est le stress, que je renforce ma confiance et que je fixe des bons objectifs et que si jamais je sache faire une technique de relaxation, ça va vous donner un temps de vous dire, ok, la relaxation, on est 3 mois avant le marathon. Là, aujourd'hui, je la fais allonger les yeux fermés avec la voix. Ouh là là, je vais bien me douter que le jour du marathon, j'aurai ni la voix, ni la possibilité d'être allongée. Donc, va falloir que je la fasse assis, semi-assis, yeux ouverts, pendant que je conduis, yeux ouverts, attention sur la route. Donc, ça va planifier votre entraînement avec le moyen de... des fois, vous manquez de souplesse, les coureurs. Donc, au bout d'un moment, au niveau du psoas, enfin, il y a des tensions qui se créent. Donc, du coup, vous pouvez vous dire, ok, si je manque de souplesse, j'ai 1 mois, 2 mois, 3 mois, je vois avec mon entraîneur
Et tous les 2-3 soirs, peu importe, une fois par semaine, je fais des exercices de souplesse pour éviter d'en subir les conséquences le jour J du marathon. Donc, but de moyen pour atteindre votre objectif. Et dernier point, qui est ultra important, c'est qu'un objectif, il est réévaluable ou potentiellement révisable. Vous arrivez sur le marathon, vous avez défini un chrono parce que vous avez l'habitude des marathons et vous vous tenez à faire ce chrono. Vous avez un vent de face énorme et vous allez le prendre pendant tout le long de la course. Faut revoir votre chrono. Parce que ça aura forcément une incidence. Donc, celles et ceux qui sont peut-être habitués au management ou qui ont fait des formations, ça doit vous parler sur SMART. Ça te parle, toi, peut-être, Sébastien? C'est des termes qu'on utilise, oui, avec nos élèves. On leur fixe également, parce qu'on a une filière vente-commerce dans l'établissement où je travaille, et c'est des choses que je vois en co-intervention avec mes collègues. Donc, on a l'habitude de la proposer aux élèves. Donc, celles et ceux qui maîtrisent le SMART, c'est le même principe, c'est juste que c'est une autre nomenclature, mais restez là-dessus. Si vous avez l'habitude de fonctionner sur du SMART, faites le SMART, mais vos objectifs pour le marathon doivent répondre à ce SMART ou à ce spécifique, difficile, court terme vers long terme, choisi, maîtrise et révisable si besoin. Voilà sur le papier comment les fixer. À quoi ça sert? Parce que depuis tout à l'heure, on parle d'objectifs, mais tu m'as pas finalement trop demandé à quoi ça servait. Qu'est-ce que ça Alors je te pose la question, Cindy. À quoi servent ces objectifs? Pourquoi les fixer? Alors, précisément, on va commencer par la précision et on va amener à la globalité. Fixer un objectif va vous permettre d'être vraiment plus concentré. Par exemple, il m'est arrivé d'avoir des sportifs, surtout en ultra ou en iron, qui, de par grande hypoglycémie ou fatigue, oubliaient de se ravitailler. Ça peut paraître complètement bête, mais je peux t'assurer que s'ils ont fixé l'objectif de bien gérer les ravitaux, leur cerveau leur y fait penser. Pareil sur une cadence, sur une posture, sur un temps. On arrive à la deuxième notion, ça va te pousser à l'effort. Si tu t'es dit aux 10 km, je vais être passé à temps, au 20, au 30, eh ben inconsciemment, ton cerveau va faire tous les efforts qu'il faut, qu'il est possible de faire aussi, pour te repousser un peu plus loin que si tu y allais tranquillement sans aucun objectif. Donc, concentration, incitation à l'effort, persévérance, parce que si ça tombe dès le début, ou tu te tords un peu la cheville, ou il se passe telle chose, ben, comme t'as fixé des objectifs, ton cerveau, il va aller chercher les ressources nécessaires à persévérer et à atteindre ton objectif. Souvent, on l'a entendu dans des récits de « il m'est arrivé ça, mais j'étais tellement motivée, mon objectif, je l'avais tellement en tête que je suis passée au-dessus et je suis fière de moi parce que j'ai atteint mon objectif. » Donc, ultra important. Concentration, effort, persévérance. Mais aussi, ça c'est le 4e point, on trouve des idées ou des stratégies. Il m'est eu arrivé d'avoir des sportifs qui avaient oublié leur gel favori, préféré, etc. Et qui, des fois, pendant la course, se sont permis d'aller voir le public et leur dire « Vous êtes sûr est-ce que vous avez tel type de gel ? Ah, ok, on se renseigne !» Et ils les retrouvaient quelques kilomètres après avec les gels parce qu'ils avaient repoussé les limites, en fait, de celles qui s'étaient fixées. Donc, ça, je l'illustre plus d'habitude sur des sportifs qui veulent atteindre le haut niveau, mais qui, dans leur nationalité, c'est bouché, parce qu'il y a déjà des personnes qui sont sélectionnées en équipe de France. On va utiliser une binationalité pour aller se faire sélectionner dans une autre équipe nationale. Parce que notre objectif, c'était d'être en équipe nationale, mais peut-être pas du pays dans lequel on vit, par exemple. Donc, concentration, effort, persévérance, pensez en solution si vous devez retenir une chose. Pourquoi ? Parce que ça va améliorer vos performances. Un futur marathonien ou un marathonien qui prend le départ de notre marathon, qui a fixé des objectifs, sera bien meilleur que quelqu'un qui arrive et qui va juste laisser les choses suivre leur cours. C'est un petit peu ce que j'ai évoqué sur les précédentes semaines en débriefant chaque semaine d'entraînement dans ces capsules que j'appelle mission marathon. Je dirais que je suis parti en mission pour franchir la ligne d'arrivée. Quand bien même les difficultés arrivent, un plan ne va pas être linéaire et les premières pensées que je me suis adressées à moi-même, c'est un marathon, c'est pas quelque chose de si banal que cela. On a tendance à dire le marathon, c'est ouvert à tous.
c'est quand même 42 kilomètres. Et dans les personnes que tu accompagnes, est-ce qu'il y a, comme j'ai pu le vivre, cette crainte, cette angoisse, cette excitation qui, je pense, de mon point de vue de sportif amateur, est légitime? Elle est complètement légitime. Je te dirais qu'une personne qui n'a jamais couru de marathon, qui face à moi me dit « Pouf, ça va être facile », elle va plus m'inquiéter que la personne qui va dire « Bon, franchement, je me suis lancé ce défi, mais quand même, c'est un peu challengeant. » Il est rationnel que de s'inquiéter ou d'anticiper. On va justement... La notion d'objectif. On est câblé, on a envie d'atteindre nos objectifs. Donc notre cerveau, il va enclencher les efforts, la concentration, la persévérance et l'action. Il va enclencher tout ça. Mais derrière, il y a une réalité. Une vie professionnelle, une vie familiale, des faits de course. On voit des faits de course des fois. Et du coup, est-ce que je vais être en capacité de mettre tous ces ingrédients en place pour répondre à ma demande? Parce qu'en fait, derrière, c'est répondre à notre propre demande. Je pense que personne t'a forcé à faire ce marathon. Personne ne m'a poussé. C'est finalement l'alignement des planètes, je dirais. 2024, j'ai 42 ans, c'est une année olympique. Un premier marathon que j'ai repoussé, et on en avait déjà parlé, hein. Tu sais que j'étais plutôt axé sur les 5-10 semi-marathons. J'avais toujours mis de côté ce marathon. Je me suis lancé, j'ai osé franchir ce pas avec quand même le petit coup de pouce de la team Alliance qui m'a offert ce dossard, contrairement à d'autres personnes qui ont couru après pendant des années, parce que je crois que ça fait 2-3 ans que les challenges sont mis en place et certains malheureusement ne pourront pas y être, et je me dis que c'est une chance, donc j'ai pas le droit de la laisser passer. Il y a aussi ça derrière les objectifs que l'on se fixe, c'était tout le début du sujet du podcast, mais c'est que derrière il y a des enjeux. C'est-à-dire que on t'a proposé ça parce que tu as œuvré tout au long de ces dernières années aussi pour potentiellement être aligné sur cette ligne de départ, tu vois. Mais il y a quand même tiens, on me le propose, j'ai de la chance, mais derrière il y en a qui ont essayé et qui n'ont pas réussi. Donc ça peut être une pression inconsciente supplémentaire de éviter de se décevoir soi, mais aussi de potentiellement décevoir la team qui a pu croire en nous ou les personnes qui nous ont inscrits aussi. Alors, il y a eu beaucoup de commentaires, d'auditeurs qui, en écoutant ces capsules sur ces dernières semaines, m'ont dit « Mais Seb, mais tu te mets trop la pression, il faut que tu gardes du plaisir, il faut pas que tu vises trop parce que c'est un premier. » Donc, ça a tempéré, un petit peu ces craintes, ces peurs que j'avais qui devaient ressortir dans mes propos, et des auditeurs l'ont perçu. Donc, c'est pas anodin quand même. Bien sûr. De toute façon, on est des humains, hein. Donc les attentes implicites et explicites, celles que tu as toi et celles qui sont cachées derrière, ça construit beaucoup de nos parcours, hein, et ça fait aussi de belles performances. Il y en a qui rêvent de marathon, il y en a qui rêvent de monter une entreprise, il y en a qui rêvent de prendre le poste supplémentaire. On est aussi façonné par des attentes sociétales et sociales, c'est humain. Le mesurable, ce côté difficile que tu évoquais tout à l'heure, je pense que Xavier connaît mon potentiel puisque on travaille ensemble depuis de nombreuses années maintenant, et je pense qu'il veut me pousser là où il pense que je peux aller avec son expertise, avec sa connaissance de l'entraînement. Ça demande à être un petit peu ajusté, mais globalement, les discours sont constructifs, et plus on va avancer dans la préparation, et forcément que notre tranche horaire va s'affiner de plus en plus, et c'est en cela que c'est intéressant aussi, parce que il y a certes l'objectif lointain, parce que quand j'ai débuté, je dirais que cette annonce du dossard du marathon pour tous m'a été faite en décembre, et dès le mois de janvier, même si les auditeurs ne l'ont appris que bien plus tard, c'est déjà quelque chose qui était en train de se mettre en place. Et moi, il y a tout ce temps long, qui se passe, ce cheminement vers la course, vers ce 10 août prochain. Toute cette partie-là de l'entraînement m'intéresse autant que la réalisation. Donc, je sais pas comment on peut le formaliser sur un plan mental, mais j'avance, je découvre certaines séances d'entraînement. C'est du temps long parce que sur des séances qui font 1h45, 2h, ça nécessite une autre organisation. C'est un temps où j'ai beaucoup plus loisir à réfléchir sur des choses diverses et variées pour occuper également ces sorties.
Et tout ça me construit sur une façon que je ne connaissais pas, parce que quand je faisais des séances sur 5, 10 ou semi-marathon, j'avais pas toutes ces préoccupations-là. Si on parle concrètement pour les auditeurs, jusqu'à maintenant, sur les aspects psychologiques, la préparation mentale, tu n'avais, je pense, jamais fait de scénario catastrophe. Alors non, hormis les scénarios catastrophes qu'on peut nous proposer au niveau de l'éducation nationale, c'est les mises en sûreté, les alertes attentats, c'est les seuls scénarios qu'on peut nous proposer. Pour ma partie sportive, non, je n'avais jamais effectué ce type de scénario. Donc, tu as raison. Le marathon sera la partie visible de l'iceberg, d'accord ? Les gens te verront courir sur le marathon le jour J, ils te verront faire un chrono, ils te verront être content ou non à l'arrivée. Ça sera la partie visible. Mais ce qui aurait été plaisant aussi, c'est en effet tout ce que tu auras appris, intégré, tout ce que tu auras organisé, repoussé. Quand certains ont la médaille, ça y est, sont marathoniens, ils sont bien souvent plus fiers de ce qu'ils ont fait en amont. Le jour J, je te dirais que c'est entre guillemets la cerise sur le gâteau, tu vois. Mais en effet, si tu t'étais jamais lancé ce défi du marathon, peut-être que tous les deux, on n'aurait jamais abordé cette notion de scénario, qui finalement est quand même ultra intéressante, parce que après-demain ou dans 10 ans, tu iras faire un 10 km ou un 20 km, tu utiliseras ce scénario catastrophe. Pour les auditeurs, ça sera peut-être l'objet d'un autre podcast, mais c'est d'imaginer potentiellement un petit peu ce qui pourrait mal se passer, d'avoir très très mal au ventre, par exemple d'avoir une chaussure qui casse, d'imaginer des petites choses pour trouver des plans A, B, C ou D, pour que si jamais ça vous arrive, vous puissiez mieux agir et réagir. À contrario de ces scénarios catastrophes, on fait bien évidemment des scénarios idéaux. Par contre, je vous suggère d'éviter de le faire seul, il vaut mieux les travailler quand même accompagnés pour éviter l'angoisse ou le stress que l'on peut connaître. Mais cette préparation du marathon te fait découvrir plein de choses. Alors, ces scénarios positifs, négatifs, j'en ai effectué quelques-uns. Il y a le scénario catastrophe, je loupe le train au départ de Béziers et je ne peux pas remonter vers ce marathon de Paris. Voilà, c'est vraiment le pire du pire. Quoique, on peut trouver peut-être encore d'autres scénarios. Il y a à contrario le scénario idéal, où je suis dans un état de flow du premier au dernier kilomètre et tout se passe bien. Mais tu m'as indiqué que c'était pas le seul travail en préparation mentale à effectuer, parce que au quotidien, dans chacune des séances d'entraînement, je vais pouvoir positionner des micro-objectifs, que ce soit d'atteindre peut-être l'allure cible, d'avoir les épaules relâchées, d'être concentré sur le souffle. Comment tu peux présenter cet entraînement mental qui vient là s'imbriquer concrètement dans l'entraînement physique? Pour faire concret, demain ou après-demain, vous allez aller vous entraîner. Vous avez bien souvent un guide technique. Allure temps de kilomètres, temps de récup, ça c'est clair comme de l'eau de source ou de l'eau de roche, je sais plus comment on dit, mais c'est clair. Donc, vous allez juste rajouter un entraînement mental à ça. Ça se trouve, cette journée-là, vous êtes préoccupé par un événement. Votre objectif sera peut-être arriver à laisser de côté cet événement pour me concentrer à 200% sur ma technique, ma pose de pied, par exemple. Ou alors, c'est une journée où tout va très bien et vous allez aller chercher justement, parler du flow, ce plaisir, la sensation d'être léger, que tout déroule tout facilement, cette grande confiance. Vous devez vous fixer des objectifs qui sont aussi psychologiques. Par exemple, on parle beaucoup d'hydratation parce qu'il y a la boisson isotonique qu'on peut mettre en place. Il est hors de question de boire une boisson isotonique que le jour J du marathon. Donc vous allez tester cette boisson isotonique. C'est-à-dire que mardi ou jeudi, vous allez vous entraîner, vous allez prendre cette boisson. Et l'objectif, qui peut paraître tout bête, c'est je vais tester cette boisson isotonique lors de mon entraînement. Vous avez un objectif qui là est plus d'ordre physique, nutritionnel, mais c'est un objectif. Psychologique, on peut être sur aujourd'hui je vais m'entraîner, j'ai mal dormi et ça s'est mal passé au boulot aujourd'hui. Mon objectif, c'est peut-être avoir que des phrases positives, motivationnelles. Ou alors, justement, j'ai la tête vide complète. C'est peut-être me mettre une petite musique et trouver un semblant de plaisir ou d'ambiance pour que l'entraînement passe plus vite. Essayez d'avoir l'intention,
Alors peut-être au moins une fois ou deux par semaine. Sinon après c'est plus le rôle d'un préparateur mental de vous guider et de faire toute cette planification, mais au moins une fois par semaine, dites-vous, ok, aujourd'hui il faut que j'entraîne ma tête. Qu'est-ce que je fais? Je dois entraîner ma tête? Il y a du vent? Je me mets de dos? Non, je me mets de face. Parce que je déteste courir avec le vent de face. Oui, mais le jour du marathon, il y aura un parcours. Donc tu prendras peut-être le vent de face. Donc aujourd'hui j'entraîne ma tête, je me fais du mal, je me mets face au vent. Ça peut être ça comme objectif. Est-ce que l'on va pouvoir, même sur des séances où rien ne va, ressortir quand même du positif, se dire je suis quand même sorti, j'ai quand même réalisé 1 heure de course à pied, j'ai quand même vu ce paysage. Tu vois, quand les sensations sont pas bonnes, c'est pas une séance où les jambes ne répondent pas, c'est pas cette séance-là qui va mettre en péril tout le plan d'entraînement. On est sur une construction relativement longue. Il faut peut-être se déculpabiliser si on ne rentre pas dans les allures, si les jambes n'étaient pas aussi, on va dire, légères que sur d'autres séances. Il y a tout le contexte, hein. On va peut-être pouvoir parler de cette bulle dans laquelle on se met, de cette routine qui doit être nécessaire avant l'entraînement, parce que on parle d'échauffement physique, il y a peut-être aussi un échauffement mental à réaliser quand on part sur une séance d'entraînement. Exactement. Vous allez vous entraîner, dans tous les cas, il y avait un avant cet entraînement. Que ce soit une nuit, une journée, une semaine, un 10 km qui s'est bien ou mal passé. Tu as raison, vous vous échauffez physiquement aujourd'hui. Par contre, qu'est-ce que vous faites de votre tête? Et votre tête, elle a le droit de s'échauffer aussi mentalement. C'est pour ça que certains écoutent de la musique, ou non, aiment papoter, ou non. Vous allez, et donc la notion d'objectif, vous allez la mettre dans votre routine. C'est-à-dire que cette feuille-là que vous avez écrite aujourd'hui pour le marathon, que vous allez suivre ou courir bientôt, je veux que cette feuille, à la rigueur, vous faites un petit carnet. Moi, avec mes sportifs, j'ai une note partagée où ils me disent, aujourd'hui, je vais à l'entraînement. Tiens, mes objectifs techniques sont physiques et psychologiques. Donc, du coup, j'ai plusieurs versants. Je vais avoir leurs intentions physiques, psychologiques, organisationnelles aussi, parce que des fois, c'est, tiens, je vais tester telle chaussure ou je vais tester tel maillot, etc. Comme ça, tu ne peux plus sortir de ta séance en disant, j'ai fait de la merde. Parce que tu as peut-être au moins bien fait d'un point de vue organisationnel. Déjà, tu as peut-être bien fait d'avoir osé aller la faire. Tu aurais pu rester à la maison. Et je pense, c'est pour ça que je réfléchissais tout à l'heure, mais que dans l'ancien podcast, ils pourront aller l'écouter, nous avions parlé de ce débrief. Il y a l'avant-course. Faites une routine, mettez-vous dans les conditions idéales qui vous ressemblent avec la notion d'objectif. Écrivez vos objectifs, relisez-les. Ça, c'est une routine de performance. Vous allez courir. D'avoir bien fixé les objectifs, ça va vous aider à mieux gérer et vous vous êtes entraîné pendant des mois, donc l'effet de course, vous les gérerez mieux. Et il y a le juste après. Si après chaque séance d'entraînement, vous ne retenez que le négatif, vous allez plomber votre confiance en vous et forcément vous éloigner de vos objectifs ou de l'atteinte d'un plaisir ou d'un bien-être sur le marathon. Donc, on en avait parlé de mémoire, c'était cette technique du hamburger, d'abord le positif, qu'est-ce que j'ai fait de bien? J'y suis allée, j'ai essayé de tenir mon allure, j'ai essayé de me parler dans ma tête. Bon, négatif, clairement, j'étais à la ramasse, ça piquait, c'était compliqué de tenir les chronos, mais je suis content, je suis allée jusqu'au bout, au moins j'ai osé. Et en fait, vous venez couvrir le positif en détail, vous amenez un peu de négatif, mais toujours avec un axe d'amélioration ou de ça arrive, d'acceptation. Et on vient couvrir par du positif global de au moins c'est terminé, ou non, je suis plutôt content de moi, ou pour une première, c'était plutôt positif. Et ça, ce feedback qu'on appelle, qui va venir couvrir à la fin de chaque séance, en plus ça va vous aider. Que si vous êtes allé vous entraîner le matin et qu'après vous enchaînez avec des contraintes personnelles, familiales ou professionnelles, déjà vous serez plus focus sur la suite plutôt qu'en train de digérer votre séance d'entraînement qui s'est mal passée. Je pense qu'on a tous plus ou moins vécu des choses négatives qui traînent tout au long de la journée. C'est cette fameuse charge mentale que certains parlent beaucoup, mais on empile. Que si vous faites ce feedback, hop, vous le laissez plus facilement de côté et vous concentrez plus facilement sur la suite. Donc, pour faire concrètement, sur la prochaine séance, l'objectif peut être de faire un bon feedback sorti de votre séance d'entraînement. C'est-à-dire qu'il y aura les objectifs de tenir le plan d'entraînement, mais que dès que vous allez arrêter, le premier objectif, c'est de penser à ce que vous avez fait de bien, puis ce que vous avez fait de moins bien, en trouvant des axes d'amélioration,
est déterminé par du positif. Et là, vous aurez eu un objectif qui est psychologique. C'est-à-dire qu'à chaque événement positif ou négatif, vous aurez l'habitude de faire un bilan efficace. Donc concrètement, Cindy, si on applique dans des semaines très éloignées de la course, du marathon ou de quelconque autre compétition auquel on prend part, ce type de débrief, de feedback, de petits objectifs que l'on va fixer et caler sur chacune des séances, il n'y a pas de raison que sur la course, ça se passe mal. On aura là aussi entraîné notre mental, parce que tu disais tout à l'heure, on va être poussé à l'effort si le coureur ou si moi-même je me dis finalement t'es plus dans les allures, t'es en retard sur le plan entre guillemets que tu t'étais fixé, on va pouvoir aller se raccrocher à des objectifs qui vont être, on va dire, secondaires ou un petit peu parallèles, sans être finalement focus sur ce seul et unique objectif de chrono. Alors déjà, il faut savoir une chose, c'est que la technologie peut bugger des fois. Donc des fois, il m'est eu arrivé d'avoir des sportifs qui se font avoir avec des montres qui déraillent, ne serait-ce que sur des rythmes cardiaques ou des allures, et qui allaient se mettre la rate au courbouillon de voir qu'ils étaient hors timing. Des fois, tu peux être vraiment hors timing. Sauf que les objectifs, ils sont bien plus larges et complexes que ça. Certes, ça va être, ok, je suis hors des clous par rapport à mon allure. Par contre, est-ce que j'ai des bonnes sensations? Est-ce que je prends plaisir? Est-ce que je vis un bon moment parce que la personne avec qui je suis à côté et je partage le marathon, ça me va, en fait. Par contre, si à un moment donné, mon seul et unique objectif revient d'être sur un chrono, je vais essayer, entre guillemets, de trouver des solutions, les ravitaux, je vais essayer d'accélérer, de m'encourager mentalement, de visualiser pour trouver des solutions. Mais l'idée, en effet, c'est que là, avec la routine, on a calé, vous êtes prêt un peu à tout. Cette routine, vous devez la faire avant d'aller vous entraîner. Ce que vous pouvez faire aussi au dos de cette feuille, c'est peut-être de lister ce qui pourrait vous faire peur pour ce marathon. Comme ça, au moins, c'est écrit. Alors des fois, il y en a qui me disent non, je veux bien t'en parler, mais pas trop parce que j'ai peur que ça arrive. Alors déjà, ça s'appelle de la superstition. Là, auquel cas, on n'est plus sur de la préparation mentale et de la science, on est sur de la magie. Si ça existe, peu importe, croit qui veut. Mais faites ce qui vous fait peur et organisez. Toi, l'histoire de le train qui est en grève ou qui a un problème sur les voies, c'est juste une probabilité possible. Donc, est-ce que tu arriveras à trouver une voiture? Est-ce que tu es dans un délai raisonnable pour rejoindre Paris? Enfin, c'est tout ça. Et en fait, ça permet juste de s'organiser. Alors Cindy, pour être finalement toujours dans le concret, est-ce que l'on va pouvoir découper et préparer mentalement son esprit à ce qui nous attend? J'entends là, sur le marathon pour tous, ça part relativement à plat et il y a, semble-t-il, de terribles côtes qui vont se présenter à nous une fois qu'on aura fait un petit tour du côté de Versailles. Cette visualisation, est-ce qu'elle est utile ou est-ce que il faut là aussi engager d'autres stratégies sur un beaucoup plus long terme? Comment on peut intervenir sur cette imagerie mentale, si tant est qu'elle soit intéressante pour cette préparation d'un objectif comme le marathon? L'imagerie est un super outil dont on parle un peu trop parce qu'on a tendance à résumer la préparation mentale à de la relax ou à de l'imagerie alors que c'est bien plus complexe. Mais l'outil sera toujours pertinent dans la préparation. Le jour J, beaucoup moins parce que c'est vachement énergivore et vous risquez de laisser du jus dans l'imagerie alors que vous feriez mieux de courir. Par contre, en amont, et là c'est drôle parce que ce matin, j'étais avec une sportive qui fait un ultra et je lui dis si tu peux récupérer des vidéos. Ou va déjà sur le trajet. Plus vous allez visualiser, avoir l'impression que vous avez déjà vu ce tracé, plus ça va vous faciliter la vie. Tu vois, ça m'a fait sourire, t'as dit terrible côte. Déjà, ça veut dire que potentiellement, tu te prépares à les subir. Ah, c'est que j'en ai pas dans le Loiret d'aussi pentu. Pour trouver dans ma région, et ce que me dit Xavier, il me dit avec tes 3 ponts d'autoroute, c'est pas là que tu vas pouvoir faire du dénivelé. Mais quand je dis terrible, c'est il y a 13,5%. Donc après, je m'autorise à marcher. Ça, c'est des choses qu'on a aussi actées. Pour certains, courir un marathon, c'est courir, c'est pas marcher. Là, au vu du dénivelé, et j'en parlais avec Méline Rollin, qui est championne du marathon, qui a le record de France.
Elle me dit oui, il y a des passages où il faudra pas hésiter à marcher. C'est peut-être plus contre-productif de vouloir absolument courir que de ralentir le rythme et de repartir après de l'avant. C'était en ça, le côté terrible. Après, elle le sera peut-être. Justement, pour éviter qu'elle le soit, c'est lui donner de la vie à cette terrible côte. Alors, dommage, ça va être compliqué d'inventer des reliefs vers chez toi. Par contre, il y a des alternatives. On peut en imagerie s'imaginer ou visualiser justement ce pourcentage et quelles conséquences ça peut avoir sur nos jambiers antérieures, sur nos cuisses, sur notre morale même. On peut aussi aller s'entraîner, et auquel cas c'est la notion, tu sais, la 4e notion des effets de la fixation d'objectifs, ça repousse les limites. Et peut-être que au prochain endroit où tu vas aller en vacances ou la possibilité, tu vas aller trouver une côte qui est proche de ça pour te rendre compte qu'en fait finalement elle est loin d'être si terrible et que tu peux savoir la monter. J'ai repéré du côté de Pornic la côte de la Source. Je peux t'assurer qu'elle est presque aussi pentue et je vais la faire un bon nombre de fois parce que c'est un parcours qui peut s'apparenter à ce qu'on va retrouver sur la région parisienne. Donc c'est un outil finalement qui sera à ma disposition pour pouvoir contrer cette absence de relief dans la région où j'habite. Donc l'imagerie, si vous avez quelque chose à retenir, c'est vraiment en amont, c'est mieux, parce que sur une disposition amateur, sans préparateur mental, c'est vachement énergivore en amont. Essayez d'avoir des alternatives ou des finalités positives à l'imagerie. L'idée, c'est en aucun cas de nourrir l'angoisse, c'est d'imaginer ce qui peut mal, mais en trouvant des alternatives. C'est-à-dire que tu peux imaginer que tu as un énorme point de côté, belle alternative, tu dis ok, je marche, ou je trouve une solution pour m'étirer ou pour respirer. Qu'est-ce que je ferais si j'avais un énorme point de côté qui me coupe la respiration violemment, par exemple? Sur une course avec un temps aussi long, est-ce qu'un scan du corps, de la tête jusqu'aux pieds, va pouvoir avoir un intérêt en se disant, comme si je faisais un contrôle sur un véhicule, roue avant gauche, roue avant droite, clignotant, tout ça, ça fonctionne. Est-ce que sur un plan corporel, c'est intéressant ou si ça ne l'est pas, pourquoi? Je te dirais que ça a un intérêt si tu as l'habitude de le faire. C'est là où il va falloir que vous reteniez une chose, c'est que plus vous aurez fait ces choses-là, vous les aurez testées à l'entraînement. Si ton scan corporel à l'entraînement, t'as l'impression qu'il t'aide, je te dis go. Par contre, si tu ne l'as jamais fait et que tu me le fais sur la petite course d'avant le marathon et sur le marathon, je te dis non, change rien à tes habitudes. Un scan, ça peut paraître bien, mais c'est vachement énergivore. T'es déjà en train de courir en allure. Tu vas te concentrer sur tes orteils, tes chevilles, tes mollets, tes genoux. Enfin, on mesure pas, mais c'est vachement énergivore. Ah, là, je suis tendue, là, je suis relâchée. Donc, si tu en as besoin, que tu es capable de le faire, oui. Si tu es capable aussi d'avoir une traduction, de dire, oh, ok, là, c'est dur, mais regarde, le haut est relâché, là, je me sens bien. Si psychiquement, t'es en capacité de tirer le positif, go. Si à ce moment-là, t'as froid, tu commences à être en déshydratation, t'es loin d'être dans les chronos, le scan du corps, non. Il va plutôt conduire à l'abandon et à l'arrêt de la course, si on est vraiment dans le négatif et que la traduction n'est pas celle que l'on attendait. Exactement, tu risques de te rajouter des messages, parce que des fois on se rend compte qu'on a une douleur qui se réveille après, qu'on a été peu à l'écoute pendant, et que si on avait été à l'écoute, on serait peut-être pas allé jusqu'au bout. Donc c'est pour ça que ce scan, je sais que c'est une pratique qui est plus de l'ordre de la détente, de la sophrologie que de la préparation mentale d'ailleurs. La préparation mentale, nous on est plus sur ok, t'as besoin, quel est l'intérêt de faire ce scan? On va le questionner. Ok, très bien, je veux dire ok, teste-le à l'entraînement. Là tu vas m'appeler ou me faire un vocal, me dire ok, j'ai testé, j'ai eu l'impression que ça m'aidait là-dessus. Par contre, ouais ok, est-ce que t'as tenu ton rythme? Est-ce que ça t'a pas desservi? Et au bout de 3, 4, peut-être semaines à tester ce scan, on va valider ensemble que possiblement ou non tu l'utilises au marathon. Auquel cas, ce serait une carte à sortir, si jamais on l'a définie. Cindy, si on se projette à 21h, alors 20h59, on est à 1 minute du coup de sifflet du départ de ce marathon pour tous ou de quelconque autre course que les auditeurs pourront accomplir dans les prochains mois ou à l'écoute de ce podcast. Qu'est-ce qu'on peut se dire? Qu'est-ce que l'on doit se dire avant d'entamer ce défi, ce qui nous attend pour quelques minutes ou quelques heures de course? Quels seraient tes mots et qu'est-ce que l'on va pouvoir finalement mettre en place? Normalement,
auditrices et auditeurs, vous avez déjà imaginé, enfin là, ne serait-ce qu'à la question, vous avez dû vous voir sur cette ligne de départ. Déjà, c'est un premier signe que vous êtes en capacité de vous projeter. Le dernier mot ou la dernière phrase, je vous dirais que c'est quelque chose que vous avez l'habitude de vous dire. Peut-être si vous avez envie de vous dire que c'est maintenant, que ça va être chouette, que c'est le début, prenez l'habitude de vous le dire lors des phases d'entraînement. Impossible pour moi de vous dire dites-vous ça. Vous m'êtes inconnu, on l'a jamais testé et débriefé ensemble. Par contre, restez sur quelque chose sur votre jargon habituel. Là, normalement, tu devrais d'ici les prochaines semaines tester à la rigueur la phrase ou le mot que t'aimerais pouvoir te dire sur la ligne de départ. Et tu le feras ou non. Mais ça peut être chouette à tester et à te dire voilà, j'ai ce mot ou cette phrase que j'ai envie de me dire et que je me dirai, et ça clôture ta routine. Parce que votre routine, elle a été faite dans l'heure avant, les 2 heures avant, les 3 heures avant. Et là, vous vous êtes placé sur la ligne de départ, vous attendez ce coup de sifflet ou de pistolet et vous allez démarrer. Et là, c'est le dernier petit mot ou la parole, peut-être. Ou à la rigueur, ça peut être la dernière image que vous pouvez visualiser si vous êtes entraîné à le faire. On va se projeter maintenant sur le passage de cette ligne d'arrivée. Une fois que la course est accomplie, est-ce que la préparation mentale a des prolongements dans l'après? On est là sur une préparation, donc plutôt ce qui se passe en amont. Mais derrière, on entend souvent cette dépression, ce down d'après-course. Comment tu pourrais nous conseiller pour bien le vivre et peut-être débriefer finalement la course, parce que on l'a fait après chacune de nos séances, après chacune de nos sorties. Est-ce qu'on le fait immédiatement? Est-ce qu'on laisse un petit laps de temps? Et comment, on va dire, bien vivre cette période d'après-événement, d'après-défi, après un temps long de préparation? On se retrouve un petit peu démuni parce qu'on va avoir un temps de récupération, un temps où la course va peut-être être absente. Donc, comment ça se passe? Justement, si vous avez été habitué à faire ce débrief en hamburger positif, négatif, positif, il est bien de faire ce débrief de suite. Alors, à vous dans votre tête ou à voix haute si vous le souhaitez. Le mieux même, c'est presque de reprendre vos objectifs qui étaient écrits, noir sur blanc, ou bleu sur blanc, ou rouge sur blanc, ou sur votre portable, et au moins vous constatez. Maintenir l'allure, me parler positivement, prendre mes ravitaux, profiter du paysage, des luminaires qui vont se mettre en place au fur et à mesure, pour finalement, parce que sur le moment, il y a toujours un peu une inertie, enfin on est un petit peu dans l'euphorie, et reprendre factuellement ce qu'on a bien fait. Déjà, on a passé la ligne d'arrivée, on peut être fier de soi. Donc si il y a un débrief à chaud et un débrief à froid que l'on va se faire pour soi, et il est toujours différent quand on le fait aux autres aussi. Récemment, j'ai eu un sportif qui avait fait son premier marathon et je voyais 3 semaines après. Et il y avait une énorme déception sur la fatigue qu'il avait. Il était épuisé, alors que c'est un sportif très entraîné, une personne très entraînée, pas forcément pour le marathon, mais très entraînée. Et je lui dis, mais t'as pas mesuré. Je lui dis, c'est énorme ce que t'as fait. Je dis donc, aussi bien physiquement que psychologiquement, il y a un contre-coup. Je dis, par contre, on va le reprendre ensemble et on va fixer des objectifs pour la suite. Parce qu'en fait, si tu continues de vouloir t'entraîner comme tu le faisais avant, bah oui, là, ça risque d'avoir une incidence sur ta confiance. Et comment on va pouvoir remettre un petit peu d'objectif après cet objectif majeur? Qu'est-ce qu'on va pouvoir aller chercher pour se remettre, comme tu l'as évoqué avec ce sportif, de cette grosse fatigue, des efforts qui ont été consentis pendant de très longues semaines? Tout dépend où tu as placé ton objectif. Si c'était ton premier ou deuxième ou le troisième marathon, ça peut aussi se dire, tiens, c'était ça que je voulais faire et ça s'arrête là et ça suffit. Et ça peut être chouette aussi de dire, c'est le seul, l'unique, à l'instant T. Mon prochain défi sera personnel, professionnel ou sur une autre discipline sportive que j'ai envie d'investir, ou juste de retrouver plaisir à aller faire des footings et m'entraîner tranquillement. Donc c'est là aussi où tu vas placer cet objectif-là, qu'est-ce que tu vas en faire? Tu as peut-être atteint sur le papier la plupart des objectifs. Est-ce que c'est une marche et tu veux monter sur la deuxième marche? Ou est-ce que c'est une marche et tu veux rester sur ce niveau-là, entre guillemets? Donc il y a ça à définir. Si tu veux rester sur ce niveau-là, il y a un temps de digestion et d'appréciation et tu vas reprendre ton quotidien. Par contre, si c'est une marche et que ça t'a donné le goût de la suite, va falloir avec ton entraîneur
avec ton plan personnel, organisationnel, te dire tiens, là j'ai vécu tel type de marathon de nuit à Paris. Est-ce que j'aimerais vivre un marathon de jour dans un lieu emblématique? On parle souvent de New York, de Londres, de Berlin. Enfin voilà, te dire est-ce que j'en ai envie, et est-ce que j'en ai envie là maintenant parce que je suis sur la redescente des hormones et de l'adrénaline, et est-ce que j'en aurais envie dans 2 ou 3 mois? Donc au pire, vous pouvez vous noter l'envie et vous reprenez le carnet de 3 mois après et vous voyez si c'est toujours le cas. On ne le fait pas forcément en amont. On attend quand même que l'événement soit passé. C'est quand même peut-être plus facile pour se projeter et mettre en place, que tu as dit, les steps suivants. Notamment si c'est votre premier. Ça serait le conseil. Notamment si c'est le premier marathon, restez sur cet objectif-là. Faites ce qu'il faut pour atteindre ce premier objectif et après vous verrez. Quand ça fait 2, 3, 4, 5, 6 marathons, là oui, bien souvent, c'est enclenché un peu comme le premier tatouage, le deuxième, le quatrième, c'est enclenché une dynamique. Mais si c'est votre premier, franchement, c'est déjà un beau défi. Vraiment, ça va vous demander beaucoup d'énergie, beaucoup de travail psychologique, technique, organisationnel, physique. Restez là-dessus et après vous verrez dans un second temps. Cindy, pour conclure cet épisode, je demande souvent à mes invités, notamment experts, de faire un petit résumé de ce que l'on a pu dire en 2 ou 3 points. Qu'est-ce qu'on doit retenir de cette préparation mentale lorsque l'on mène un défi, qu'il s'agisse comme pour moi du marathon pour tous, mais ce sera valable pour n'importe quelle autre course à la mesure de l'ambition des sportifs qui nous écoutent. 1. Définissez bien vos objectifs. Performance, maîtrise et ou résultats. Écrivez-les. 2e point, mettez-les en place et mettez en place tout ce que vous devez ou tout ce que vous pouvez aux entraînements. Avant l'entraînement, pendant l'entraînement et après l'entraînement. 3e point, s'il n'y avait qu'une chose à retenir, finalement, c'est s'assurer que vous êtes OK avec tout ça et que, au-delà d'être OK, vous avez les moyens d'atteindre votre objectif. Cindy, un grand merci pour ces conseils pratiques qui vont aider les auditeurs à avancer dans leurs objectifs. Mais si certains veulent venir vers toi en cette période olympique où tes créneaux doivent être très très limités, consacrés donc aux sportifs qui se préparent peut-être pour cette Olympiade, par quels moyens on peut venir jusqu'à toi, ou si tu as des ressources à nous proposer, que ce soit des ressources audio, vidéo ou des articles à lire? Alors, merci à toi de ton invitation. Il y avait un article que j'avais écrit il y a quelques années sur préparer le marathon dans l'assiette et dans les baskets, qui sera vraiment une redite de ce qu'on a dit dans le podcast, mais en version écrite. Donc, ça peut être bien de le prendre à tête reposée. Je suis bon public. J'aime tellement mon métier que franchement, même sur Messenger, Instagram, ce que vous voulez, via mon site internet, sur mon mail ou même sur WhatsApp, avec mon numéro, vous me faites un vocal. Bonjour Cindy, je t'ai écouté sur le podcast, c'est mon premier, mon deuxième, mon troisième marathon. Vous me posez un peu le cadre et vous me dites voici mes objectifs. Et auquel cas, je préfère que vous me les envoyiez par écrit. Je vais vous répondre alors dans un délai qui m'est toujours un peu plus long, suivant les périodes, mais écrivez-moi, je vous enverrai un pouce et je vous dirai ok, j'y réponds quand je peux. Et je préfère vous avoir 2-3 minutes ou sur 2-3 vocaux interposés, je peux le faire à mon collaborateur aussi, Nino peut le faire, plutôt que vous restiez avec cette bonne trame et à vous demander si vous faites bien ou mal. En effet, on peut trouver des ressources audio, mais non, rien ne vaut mieux qu'un expert qui aura un petit œil à viser rapidement et qui pourra vous guider. Donc franchement, osez, parce qu'avec les anciens podcasts, ça s'était aussi passé comme ça. Et vraiment, c'est avec plaisir. Il n'y a aucune obligation de venir faire des séances. Vous nous donnez votre trame d'objectifs, nous on vous fait un petit retour. Et bien sûr, si vous voulez aller plus loin, on fait des séances. Mais voilà, un petit échange, ça sera du plaisir entre passionnés de sportifs. Eh bien de mon côté, Cindy, je t'enverrai quelques petits messages, je pense, jusqu'à cet objectif. On reste de toute façon en contact et je te remercie d'avoir pris du temps en marge de cet épisode du podcast pour m'accompagner à la fois donc sur cette fixation d'objectifs et sur ces débriefs de séances. Donc c'est aussi en cela que l'on peut s'entraîner et préparer donc de la meilleure des façons ces compétitions qui vont arriver prochainement, qu'elles soient comme pour moi le marathon, mais pour les auditeurs, ça peut être d'autres
type de course. Merci Cindy pour cet échange. Merci à toi, avec grand plaisir. Hâte d'avoir vos objectifs du coup. Moi, je veux savoir quel marathon vous faites et quels sont vos objectifs et surtout comment vous mettez en place pour les atteindre une fois que c'est passé. Et je te souhaite d'ores et déjà un très bel été avec une fin du mois de juillet et début du mois d'août qui s'avère très dense pour toi. Oui, merci. Après, c'est tout le temps dense. Les disciplines sportives ne sont jamais à l'arrêt. C'est ça aussi qui rend riche notre métier. C'est que finalement, on est toujours stimulé et toujours dans des défis plaisants. Merci à toi Cindy, et pour les auditeurs, comme Cindy vous l'a indiqué, envoyez-lui vos objectifs, elle vous répondra avec le temps qui est le sien, très occupé par cette préparation de sportifs pour les Olympiades. Et pour moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Belle semaine à vous. J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Pour faire remonter le podcast dans les classements, je vous invite à laisser une petite évaluation sur Apple Podcast, 5 étoiles, un petit commentaire. Ça me fera énormément plaisir et vous permettrez au podcast d'être remonté, diffusé, déployé sur ces différentes plateformes de façon plus importante encore qu'il n'est actuellement. Et puis je vous invite à me retrouver sur les différents réseaux, Facebook, Instagram. Laissez votre petit message, votre commentaire, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger sur quelconque sujet en lien avec la course à pied, mais pas que, parce que le sport c'est une philosophie de vie et c'est une passion qui nous anime de façon commune, donc n'hésitez pas à venir échanger avec moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes.